Donc, je donne la parole immédiatement à notre collègue, professeur Haïf Bouchehda, pour présenter la première conférence concernant l'exploration ou le bilan du couple infertile. Donc, le bilan de première tension du couple infertile. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce masterclass et à leur tête, professeur Chanoufi et professeur Zouawiya, de m'avoir associé aux conférenciers de ce masterclass. Et on m'a chargé de vous parler du bilan du couple infertile. Donc, pour y faire, on va départager notre présentation en 8 items. On va commencer par un petit préambule, puis on va donner des définitions pour cadrer le concept, survoler les étiologies et les facteurs de risque de l'infertilité, pour se focaliser sur le bilan clinique et paraclinique, versant masculin et versant féminin, et enfin aboutir à des diagrammes d'exploration pour conclure et donner des perspectives vers la fin. Donc, l'infertilité, c'est une pathologie qui a une prévalence croissante. L'OMS estime à 48 millions le nombre de couples qui est atteint par cette pathologie. De par le monde, 186 millions de sujets sont touchés par l'infertilité. Donc, la lutte contre l'infertilité s'inscrit dans l'atteinte des objectifs de développement durable 3 et 5. Donc, l'OMS estime à 17,5% la population atteinte pendant toute leur vie. Cette prévalence est différente selon le contenant. Chez nous, en Afrique, on a 13,1% de sujets qui pourraient être atteints par l'infertilité pendant leur vie. Le deuxième indicateur, période infertilité prévalence, c'est la prévalence de l'infertilité pendant une période donnée. Elle est à 16,4% de sujets qui seront atteints de par notre continent africain. C'est une situation inconfortable pour le couple, certes, inconfortable pour le médecin dans sa gestion et elle est aussi une situation inconfortable pour la société puisqu'elle met en jeu des enjeux sociétaux, économiques et médicaux. C'est quoi l'infertilité? C'est l'absence de conception après 12 mois de rapports sexuels non protégés sans aide médicale. L'infertilité donc se définit à partir de la durée d'infécondité. On estime une femme infertile si elle a un âge supérieur à 35 ans et elle a des rapports non protégés qui durent de 6 mois. Pour avoir une grossesse normale, il faut un ovocyte qui est de bonne qualité, qui est livré par l'ovaire, qui va rencontrer un spermatozoïde fécondant sur son trajet au cours de sa migration tubaire. La fécondation devra avoir lieu correctement. La division de cet ovocyte fécondé se fait dans les normes pour s'implanter ensuite dans un canal utérin perméable et ce qui va aboutir à une grossesse vers la fin. Donc, en comprenant cette physiologie, on peut donc déduire les étiologies potentielles féminines et masculines. Donc, on pourra avoir des malformations vaginales à type de cloison, du vaginisme, les autres étiologies féminines, une glaire hostile, une synéchie au niveau de la glaire, une malformation cervicale. Pour les malformations utérines, il y en a des malformations et des anomalies acquises et des anomalies congénitales qui pourraient expliquer les étiologies d'infertilité féminine d'origine utérine corporelle. L'obstruction tubaire et l'hydrosalpinx est une pathologie fréquente qui est source d'infertilité chez la femme. Les problèmes de dysovulation, d'insuffisance ovarienne, des SOPK et enfin la fameuse pathologie endométriale, donc l'endométriose. Toutes ces pathologies sont des étiologies périphériques de l'infertilité féminine
Et on n'oublie pas les origines ou les étiologies centrales. Pour l'homme, c'est pareil, en comprenant donc l'axe reproducteur masculin, on peut diviser les étiologies masculines en étiologie hypothalamo-pituitaire, en dysfonction testiculaire et en pathologie obstructive. Donc, cette pathologie, qui est l'infertilité, a certainement des facteurs de risque. Et sur ces facteurs de risque, on va agir pour essayer de prévenir par la suite cette pathologie qui est grave, qui est un enjeu de santé publique. Donc, parmi les facteurs de risque cités, il y a des facteurs de risque communs entre l'homme et la femme, mais il y a des facteurs de risque propres à l'homme et propres à la femme. Parmi les facteurs de risque majeurs, on trouve l'âge, qui impacte aussi bien la femme que l'homme, mais surtout la femme. Un âge supérieur à 35 ans équivaut à un facteur de risque potentiel d'infertilité chez la femme. L'obésité, la consommation de tabac, l'atteinte d'une pathologie X sur le tractus génital féminin ou masculin sont aussi des facteurs de risque qui vont nous induire à prendre en charge rapidement cette personne qui sera potentiellement désireuse de grossesse par la suite. Donc, la CRM divise ces étiologies en 40% d'infertilité féminine, 40% d'origine masculine et 20% qui restent malheureusement inexpliqués. Donc, pour l'évaluation de cette infertilité, il faut certainement explorer aussi bien l'homme que la femme et le couple ensemble. L'objectif de ce bilan d'infertilité, c'est une recherche étiologique, certes, d'étiqueter l'infertilité inexpliquée afin de guider la stratégie thérapeutique et d'établir un pronostic sur cette fertilité du couple. Quand? Est-ce qu'on le fait en prénuptial? Est-ce qu'on le fait dès le mariage, dès que le couple consulte, après 1 an selon la recommandation nouvelle, ou bien après 2 ans selon l'ancienne définition qui date de 2009, ou bien non systématique. Donc, les sociétés savantes ont établi donc, un organigramme pour débuter l'exploration du couple infertile. Certes, tout couple qui a des rapports sexuels non protégés au-delà de 12 mois devra avoir un bilan étiologique, un bilan clinique et paraclinique pour cette infertilité. Toute femme qui a un âge supérieur à 35 ans, qui s'intègre dans un couple aussi, aura une exploration et un bilan d'infertilité au bout de 6 mois. Et si on a un facteur de risque associé chez la femme ou chez l'homme, il faut aussi commencer immédiatement le bilan d'infertilité. Parmi les conditions particulières pour raccourcir le délai d'attente pour faire ce bilan, on peut trouver la cryptorchidie chez la femme, l'antécédent de cryptorchidie, d'épididymite, de varicocèle, de malformation congénitale type hypospadias, donc de pathologies connues exposant à un risque d'atteinte à la fertilité masculine. Et on va commencer sans tarder le bilan clinique versant masculin. Quels sont les objectifs de ce bilan chez l'homme? 1. Établir et rechercher les conditions qu'il est possible de corriger afin d'amener le couple à concevoir naturellement. Et c'est logique. Trouver les conditions irréversibles qui amènent à l'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation avec utilisation de spermatozoïdes de conjoints. Trouver et rechercher potentiellement les conditions faisant courir un risque grave pour le patient, notamment pour l'homme, le cancer du testicule. Et trouver les anomalies pouvant affecter la santé du conceptus, par exemple une infection à HPV des spermatozoïdes masculins pourrait avoir des conséquences sur le conceptus. Donc, en les découvrant au cours de notre bilan, on peut adopter notre stratégie thérapeutique. Bien sûr, tout bilan de l'infertilité a des pierres angulaires. Les pierres angulaires de ce bilan sont l'interrogatoire, l'examen physique, essentiellement, et quelques examens
paraclinique. L'interrogatoire chez l'homme et la femme, le couple, s'intéressera à trouver la fréquence des coïts et leur calendrier, la durée d'infertilité, la fertilité antérieure du couple et des deux partenaires, l'histoire sexuelle incluant les infections sexuellement transmissibles, le caractère primaire ou secondaire de l'infertilité masculine. Donc, on cherchera également chez l'homme les antécédents personnels de l'enfance, l'historique du développement, les pathologies du système, des maladies génétiques, des chirurgies antérieures, notamment inguinoscrotales, hypothalamo-hypophysaires ou génito-urinaires, des épisodes de torsion, de subtorsion, des infections urogénitales, sont à rechercher. On s'intéressera aussi aux habitudes de vie, la consommation tabagique. La consommation du tabac augmente le risque d'infertilité par 2 chez les deux sexes. L'exposition à des facteurs délétères pour la spermatogenèse, par exemple les travaux qui exposent à une chaleur excessive, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, la consommation de stéroïdes anabolisants. Donc, la consommation du tabac, du cannabis et des autres substances stupéfiantes doivent être systématiquement recherchées et quantifiées, et un sevrage devra être proposé à au patient, puisque on peut avoir donc une modification et une amélioration de ces paramètres spermatiques par le seul sévrage. Et c'est une recommandation de grade A. On cherchera aussi les antécédents familiaux, une hypofertilité chez les apparentés, des pathologies de la sphère génito-urinaire, des pathologies génétiques familiales, une consanguinité. Tout traitement pouvant donc avoir potentiellement un impact direct ou indirect sur la spermatogenèse est à rechercher lors de l'interrogatoire. Une radiothérapie potentielle aussi pourra affecter les paramètres spermatiques, une cure chirurgicale. Tous ces éléments devraient être recherchés à l'interrogatoire. Cet interrogatoire guidera aussi l'examen physique qui s'intéressera essentiellement à un examen mammaire à la recherche de gynécomastie, un examen du pénis avec localisation du méa urétral, donc un examen général à la recherche d'un hypogonadisme afin d'évaluer les caractères sexuels secondaires. Et on va clôturer cet examen physique par un examen scrotal bilatéral comparatif des testicules, des épididymes et des différents, palpation des testicules, mensuration par l'orchidomètre de Prader, estimation de la consistance, recherche systématique d'un nodule testiculaire. Je vous rappelle qu'un homme infertile est à risque d'avoir un cancer du testicule. La présence et la consistance des différents épididymères sont à évaluer aussi lors de l'examen scrotal. Le diagnostic d'absence unie ou bilatérale des canaux différents est suspecté par l'examen physique. On recherchera des douleurs provoquées à la palpation testiculaire et épididymaire et on s'attardera à rechercher aussi les signes de varicocèle cliniques patentes surtout. Donc, un examen clinique général, mammaire, pénien et scrotal doivent être réalisés dans tous les cas d'infertilité masculine afin de rechercher les signes d'hypogonadisme, des anomalies de caractère sexuel secondaire, une gynécomastie, d'évaluer le volume et la consistance des testicules, des épididymes et de rechercher l'absence unie ou bilatérale des canaux différents et éventuellement l'existence de varicocèle. Et c'est une recommandation grade A aussi. On arrive au bilan paraclinique. Quel est le bilan paraclinique à demander en première intention chez l'homme? Selon la CERM, une évaluation initiale minimale d'un homme comprendra un interrogatoire systématique, un examen physique systématique qui sera fait par un spécialiste donc expert ou un spécialiste de la reproduction masculine et au moins 2 spermogrammes. Donc, c'est le spermogramme qui est donc demandé dans le bilan paraclinique initial de l'exploration de l'infertilité chez l'homme. Le spermogramme, il y a des nouvelles normes en 2021, donc des paramètres qui sont encore à la baisse.
vu l'environnement qu'on est en train de vivre, vu l'exposition aux perturbateurs endocriniens, le tabagisme, l'obésité, le volume qui est acceptable sera de 1,4 millilitres. La numération de l'éjaculat est la même. La motilité s'est abaissée de 32 à 30%. Les spermatozoïdes immobiles acceptables sont à 20 et la vitalité est diminuée jusqu'à 54% en 2021 selon les nouvelles normes de l'OMS. Si l'évaluation initiale, donc comportant les 3 éléments interrogatoire, examen clinique et spermogramme, ne montre pas d'anomalie, il n'est pas nécessaire de réaliser d'autres examens complémentaires chez l'homme. L'échographie scrotale, cependant, est importante et intéressante pour dépister le cancer de testicules. Elle est fortement recommandée et elle permettra de préciser le volume de chaque testicule et l'exploration épidémio-différentielle à la recherche, bien sûr, de pathologies obstructives. L'échographie transrectale n'est pas indiquée que chez les patients ayant une azospermie, chez lesquels on suspecte une cause excrétoire, ou dans un contexte infectieux, chez les patients oligozoospermes avec un faible volume éjecté. L'évaluation endocrinienne aussi n'est demandée qu'en deuxième intention, devant des examens cliniques et des symptômes qui suggèrent un hypogonadisme, des anomalies du spermogramme, notamment l'altération de l'anémuration ou du volume du sperme, et des troubles sexuels tels que la baisse du libido, dysfonction érectile. Donc on demandera un dosage sérique de l'FSH et de la testostérone totale en deuxième intention. La spermoculture n'est pas systématique. Le test de migration-survie, c'est un élément d'aide à la procréation médicale assistée et n'a pas de place dans l'exploration initiale du couple infertile. L'analyse biochimique du plasma séminal, ses indications sont précises. Suspicion d'azospermie excrétoire, volume et pH et ou pH anormal, trouble, coagulation, liquéfaction, oligospermie, évaluation des conséquences d'antécédents infectieux. Les examens génétiques chez l'homme, le karyotype n'est demandé que devant une azospermie non obstructive, une oligospermie inférieure à 10 millions ou en cas d'histoire familiale, d'avortement à répétition, de malformation ou d'infertilité inexpliquée. La microdélétion du chromosome Y doit être recherchée si on suspecte une azospermie non obstructive et la recherche de mutation du gène CFTR doit être proposée aux hommes présentant une absence unie ou bilatérale des canaux différents et ou des vésicules séminales, ou lorsque le dosage des paramètres biochimiques a révélé un effondrement du fructase séminal. Et ce sont 2 recommandations grade B. Beaucoup d'autres examens, la panoplie d'examens non systématiquement s'allonge. On peut citer l'analyse post-éjaculatoire des urines, la recherche des anticorps antispermatozoïdes, le test post-coïtal, le test de l'intégrité de l'ADN spermatique. Toutes ces analyses ne sont pas systématiques et ils seront demandés dans des objectifs bien précis. On va essayer de les cadrer dans nos diagrammes d'exploration tout à l'heure. Le versant féminin, chaque femme est unique. Et on commencera par l'interrogatoire qui va préciser l'âge, le mode de vie et la profession, les antécédents familiaux, les antécédents médico-chirurgicaux, les antécédents obstétricaux en s'attardant sur le délai de conception pour les grossesses antérieures, l'antécédent d'interruption volontaire ou médicale de grossesse, les complications obstétricales, notamment l'hémorragie de la délivrance, les antécédents gynécologiques, surtout l'âge des premières règles, certains modes de contraception, les pathologies cervicales, le cycle menstruel. Une attention particulière devra être portée au cycle menstruel, sa régularité, sa durée, son abondance, la perte de connaissance ou l'absentéisme scolaire ou professionnel pendant les règles qui dénotent d'un syndrome menstruel, donc qui peut nous induire vers l'endométriose et autres pathologies associées.
Et on peut conclure notre examen, notre interrogatoire, par l'évaluation quantitative des symptômes douloureux pelviens ou visuels analogiques. Donc, après l'anamnèse rigoureuse et un check-up complet, on passera à l'examen physique qui essaiera de rechercher un indice de masse corporelle élevé qui dénote d'une obésité. On prendra la tension artérielle. L'examen physique s'attardera à examiner la peau, à la recherche d'hirsutisme et évaluer les caractères sexuels secondaires. Donc, on fera un examen au spéculum pour déterminer et rechercher les malformations du tractus génital, la présence éventuelle de nodules d'endométriose, ne pas oublier le toucher vaginal et même bimanuel pour rechercher les masses latero-utérines, la mobilité utérine et on peut même trouver des nodules endométriosiques à ce toucher. L'examen des seins est obligatoire et on recherchera une galactorée associée et la palpation de la thyroïde. Le bilan paraclinique du couple infertile versant féminin aura comme objectif d'évaluer la réserve ovarienne, d'affirmer le caractère ovulatoire ou non des cycles, d'éliminer une pathologie endocrinienne, de s'assurer de l'absence d'un processus ou d'anomalie de la cavité utérine, d'évaluer la perméabilité tubaire et de rechercher une endométriose ou une adénomiose. Il comprend des examens paracliniques de première et de seconde intention qu'il convient d'hiérarchiser en fonction des éléments de l'anamnèse et de l'examen physique. Donc, la SERM, pour l'évaluation de l'ovulation, qui est l'objectif principal de notre bilan paraclinique, recommande de voir la nature des cycles menstruels. C'est-à-dire, si on a des cycles menstruels réguliers entre 21 et 35 jours, sans hirsutisme associé, on est à 99,5% dans des cycles ovulatoires et il n'est pas nécessaire de pratiquer un autre examen pour confirmer le caractère ovulatoire des cycles. Sinon, on peut s'aider par le dosage de la progestérone pendant la phase lutéale, une semaine avant la date présumée des nouvelles menstruations. Et si elle est supérieure à 3, on est bel et bien dans un cycle ovulatoire, tout en sachant que la valeur de 3, elle est variable et peut même aller jusqu'à 7 fois de cette valeur. Donc, il y a des tests qui prédisent l'ovulation, mais le nombre ou le taux de faux positifs et de faux négatifs est important, donc ce n'est pas très recommandé de les utiliser. Et on a notre échographie transvaginale qui pourra mettre en évidence des signes indirects de l'ovulation. Il n'est plus recommandé de faire la courbe de température, ni de faire la biopsie endométriale pour caractériser et pour confirmer le caractère ovulatoire du cycle. La réserve ovarienne, c'est l'AMH et le compte des follicules antraux et l'exploration des systèmes endocriniens. Donc, ce qui est recommandé, c'est de faire la TSH pour l'exploration de la thyroïde. Si la TSH est pathologique, on peut demander une FT4 pour compléter l'exploration. Donc, bien sûr, l'exploration de l'utérus et de la perméabilité tubaire et des anomalies intra-utérines. On va s'aider essentiellement de l'échographie, de l'hystérosalpingographie et de l'hystérosonographie. Pour la trompe, la perméabilité tubaire, c'est essentiellement l'hystérosalpingographie, l'hystérosonographie et parfois, donc la laparoscopie avec l'épreuve au bleu n'est plus indiquée de première intention. Les explorations qui ne sont plus systématiques, donc comme on a dit, la laparoscopie, les tests de thrombophilie, le test postcoïtal, le cariotype pour la femme, la biopsie endométriale, le dosage de prolactine, le dosage d'FSH. Auparavant, on demandait toujours FSH, LH, œstrogène, prolactine pendant le premier bilan du couple infertile dans le versant féminin. Actuellement, ce n'est plus recommandé de faire un bilan hormonal dès la première entrée contenant un FSH, LH, prolactine. Non. Et on va voir par la suite dans le diagramme, ça sera plus clair.
On va s'attarder un peu sur l'échographie pelvienne. Quel est l'objectif? Bien sûr, l'étude de l'utérus, l'étude des ovaires, s'il y a bien faire le compte des follicules en trop pour évaluer la réserve ovarienne en complément du bilan hormonal qui est l'AMH, voir l'accessibilité des ovaires à la ponction endovaginale, recherche un hydrosalpinx ou un hématosalpinx, recherche les signes directs et indirects d'endométriose et rechercher l'éventuelle présence d'un épanchement pelvien. On la réalise entre le 2e et le 4e jour pour le compte des follicules en trop et en deuxième partie du cycle pour la recherche d'une éventuelle dilatation tubaire. Les principaux marqueurs de la réserve ovarienne, on l'a dit, c'est l'AMH et le compte des follicules en trop. On est en mauvaise réponse si on a moins de 5 follicules par ovaire au compte des follicules en trop. Si on est entre 5 et 12, on est en réponse normale. Et si on a supérieur à 12 follicules par ovaire, c'est une patiente qui sera caractérisée par une femme hyperrépondeuse. L'âge, je reviens vers l'âge parce que c'est un facteur très important qui va imputer la réserve ovarienne, le pronostic de fertilité et notre conduite thérapeutique. Quelle sera donc notre conduite après le bilan initial pour l'homme et pour la femme? Si on est devant un couple qui a des rapports sexuels non protégés, qui date de moins de 12 mois. Le bilan initial comportera essentiellement chez la femme l'anamnèse, l'examen physique, l'échographie, et sur ces 3, on va déterminer nos facteurs de risque. Si c'est pathologique, c'est-à-dire qu'on a trouvé quelque chose d'anormal, par exemple un syndrome des ovaires polykystiques, une réserve ovarienne qui est pauvre ou qui est pauvre, des masses ovariennes, des fibromes, des malformations. Là, on va passer à l'exploration féminine de deuxième intention. Pour l'homme, si c'est normal, bien sûr, on va attendre jusqu'à 12 mois. Pour l'homme, le bilan initial comportera aussi l'anamnèse, l'examen physique, un spermogramme, l'ultrasound, c'est-à-dire l'échographie scrotale, qu'on a dit qu'il faut la faire pour dépister le cancer testiculaire. On va établir un bilan de risque d'infertilité. Si c'est normal, on attend 12 mois. Si c'est pathologique, c'est l'exploration deuxième intention. Si c'est supérieur à 12 mois, si c'est pathologique, directement deuxième niveau. Et si on est dans le versant normal avec des signes d'infection, on va traiter l'homme, on va attendre encore 3 à 6 mois et on réévalue avant de programmer la procréation médicalement assistée. L'exploration de deuxième intention chez une femme sans facteur de risque. J'ai oublié de dire que ces diagrammes sont empruntés à un article qui a été fait par des Italiens, un panel d'experts qui se sont réunis et qui ont essayé de faire des feuilles de route des situations différentes et que je trouvais utile de suivre. Ces feuilles de route, donc, ils sont conformes aux guidelines NICE et ACER, donc qui sont très pratiques. Donc, on va essayer de les voir un à un. Donc, en deuxième intention, chez une femme sans facteur de risque, avec un homme qui a des paramètres spermatiques normaux, là, pour ce couple, on va demander une réserve ovarienne, AMH et compte des follicules en trop. Si on est une patiente qui est faible répondeuse, on va directement aller vers la FIV. Si on est dans le cadre normal, si l'infertilité date de moins de 2 ans, on peut se permettre de faire une hystérosalpingographie. Perméabilité tubaire positive, c'est l'insémination intra-utérine. Sinon, c'est la laparoscopie dans un but diagnostique ou opératoire. 6 mois après des rapports non protégés ou des IAC, on peut proposer l'IVF, tout en sachant qu'on a une infertilité qui date de moins de 2 ans. Sinon, si on a une infertilité qui date de plus de 2 ans,
on va proposer la patiente pour une procréation médicalement assistée. Le quatrième cas de figure, ce sont des femmes avec des facteurs de risque, mais ayant un âge inférieur à 35 ans. Ça rejoint presque les femmes qui n'ont pas des facteurs de risque, sauf qu'il y aura une exploration de ces facteurs de risque, notamment pour l'hydrosalpinx, la dysménorrhée, la dyspareunie. On va proposer une laparoscopie. Les femmes âgées de plus de 35 ans, là, les choses deviennent plus sérieuses, donc, et on va demander des explorations moins lourdes et on passera plus vite vers la procréation médicalement assistée. Je pense que le diagramme d'intervention chez les hommes infertiles avec un bilan initial pathologique, en cas d'azospermie, d'oligospermie, ou d'asténospermie feront l'objet de la communication suivante. Donc, ce sont des explorations. À chaque symptomatologie, il y aura une attitude à faire pour l'infection. Il y aura une spermoculture, recherche d'infection OPV, traitement adéquat et enfin, proposition d'une insémination intra-utérine ou d'IVF. En conclusion, l'infertilité est un motif de consultation très fréquent. L'augmentation de l'âge de la femme est un des facteurs les plus importants de la baisse de la fécondité. Les deux autres facteurs pronostiques péjoratifs sont le tabagisme et l'obésité. Il est licite de commencer les explorations après 1 an d'infertilité, après s'être assuré de la régularité des rapports sexuels dans le couple. Un bilan d'infertilité concerne le couple et doit explorer les 2 membres. Bien que le temps soit, pour la majorité des couples, le premier traitement de l'infertilité, il ne faut pas perdre le temps en cas d'âge maternel avancé ou d'antécédents, c'est-à-dire ou de couples, des partenaires qui ont des facteurs de risque. Et vu que c'est un problème de santé publique majeur, il est impératif de commencer à penser à un programme national de prévention basé sur l'information adéquate de la population, la lutte contre les facteurs de risque, notamment l'obésité et le tabagisme. La prise en charge est multidisciplinaire qui implique donc gynécologue, urologue, oncologue, biologiste, parfois tous les ministères, tous les différents ministères, ministère de l'agriculture, ministère donc tous les ministères sont touchés par cette pathologie et les pouvoirs publics devront donc penser à un programme national pour lutter contre cette pathologie et la prévenir. Et merci.